Bonsoir, aujourd'hui on va parler de finance quantitative et du modèle que je développe. On va beaucoup en parler sur cette chaîne les prochaines semaines parce que ça va être mon activité de développement et mon travail principal. Parce qu'on le rappelle, la finance c'est quand même ma source de revenus sur les 6-7 derniers mois, donc c'est ce sur quoi je devrais le plus travailler en soi. Mais c'est d'ailleurs ce que je vais pouvoir faire maintenant que mon application est presque prête. J'aimerais encore faire une ou deux modifications et il faut encore que je fasse valider l'application par Apple. Mais en soi, je suis content du résultat et ça va sortir sur les deux plateformes. Plus faire une landing page. Mais on en est là, donc très belle avancée déjà. Et maintenant, je vais me focus sur ce modèle quantitatif et je vous en parle maintenant, ça va être introductif. Qu'est-ce que c'est ce modèle quantitatif que je développe? Pourquoi il peut être intéressant et comment je compte l'utiliser pour que ça performe le mieux possible au final. Donc, le modèle que je développe, c'est un modèle en 3 parties. D'abord, on va évaluer avec un Hidden Markov Model, donc des matrices de Markov, 3 conditions possibles de marché. Donc si le marché il est bullish, bearish ou qu'il est en range. Donc en gros, je vais regarder ces 3 conditions de marché et voir d'un jour à l'autre comment ça a tendance à évoluer. Si le marché est bullish un certain jour, il va être bullish si par exemple sur la journée il a performé de plus 0,7%. Okay, c'est ça la règle. S'il est en dessous de 0,7% jusqu'à moins 0,7%, on considère qu'il est en range. Et du coup en dessous c'est bearish. Et on va mettre ensemble ces 3 conditions et regarder ce qui se passe d'un jour à l'autre. Est-ce qu'un marché bullish va avoir tendance à avoir le jour d'après qui est aussi bullish, ou est-ce qu'un marché bullish va avoir plus souvent tendance à avoir un marché en range après qu'il ait été bullish? En gros, c'est ça l'idée et ça va nous permettre de voir quelle condition est la plus probable après une certaine journée sur le marché. On va utiliser ça comme tendance de fond. Vous pouvez voir ça comme une moyenne mobile qui va donner la direction du marché. Sauf que pour moi, c'est plus intéressant d'utiliser un modèle de ce genre qui se base vraiment sur les probabilités pour évaluer comment va être la prochaine journée. Donc ça, c'est le premier point. C'est quelles sont les conditions d'entrée. Est-ce qu'on est dans un marché bullish, donc on va prendre des achats? Est-ce qu'on est dans un marché bearish, donc on va prendre des ventes? Est-ce qu'on est dans un marché en range, donc on va agir différemment peut-être? Ensuite, deuxième partie du modèle, ça s'appelle un XG Boost. Le nom, on dirait un produit de sportif pour avoir des meilleures performances. Mais l'idée de cette partie-là du modèle, c'est quoi déjà? J'ai oublié, c'est fou. C'est de, en gros, trouver des conditions d'entrée. Donc on va lui donner plein de paramètres qui sont par exemple les bougies, à quoi ressemblent les bougies, la quantité de volume qu'il y a dans le marché. On va pouvoir utiliser des indicateurs. Oh non, c'est fou. Il y a toutes les bêtes du parc qui se mettent à crier à cette heure-là, j'avais complètement oublié. Et donc juste plein de paramètres, notamment le prix, le volume, peut-être des indicateurs comme le VWAP, ça s'appelle, et plein de données comme ça. Et on va tout feed dans un second modèle qui va classifier en gros toutes ces données pour savoir quand rentrer sur le marché. Okay, et donc troisième partie du modèle, on a imaginé que là on a les entrées, donc le modèle va rentrer sur le marché avec peut-être, on peut faire plein de trucs. On peut définir le stop loss et le take profit à l'avance, ou on peut l'optimiser avec quelque chose en plus, et c'est ça que j'ai aussi mis en place. C'est que j'utilise un modèle de reinforcement learning qui va essayer de maximiser les rewards, en gros,
de sortie du marché. Donc quand est-ce qu'il doit sortir, et il va apprendre sur les données historiques quand il doit sortir. C'est un peu du charabia, mais dans l'idée, c'est le modèle que je suis en train de développer. Et il y en a plein de possibles, hein, mais c'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant. J'ai bien sûr pas eu toutes les idées moi-même, hein. J'ai mis ça en place en discutant avec Claude et en implémentant dans Cursor. On en fera d'autres vidéos sur Cursor et pourquoi je trouve plus intéressant d'utiliser cet outil-là que Claude. Mais voilà. Et du coup, c'est 3 choses ensemble, plus, du coup, ça, on va dire que c'est le back-end, c'est Python qui tourne. Et j'ai développé un front-end pour voir les résultats en fait de mes entraînements et voir les résultats live quand je fais tourner le modèle. Et d'ailleurs, faire tourner le modèle, ça consiste en quoi? Je pense que la majorité des gens préféreraient trade le futur, les marchés futurs, mais j'ai toujours utilisé MetaTrader 5, donc les CFD. Donc moi je trade le Nasdaq sur MetaTrader 5 en utilisant la librairie MetaTrader 5. Donc c'est comme ça c'est libre à vous de choisir ce que vous préférez utiliser. Mais pour moi c'est vraiment ce que je préfère faire. Donc ça veut dire que j'ai le back-end Python qui tourne et c'est connecté à MetaTrader 5, donc MetaTrader 5 est ouvert. Et le modèle que j'ai créé va prendre des positions sur le marché, sur MetaTrader 5 directement, en se connectant à MetaTrader 5. Et donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que je peux faire tourner ce modèle en back-end et le MetaTrader 5 sur un serveur privé virtuel, ce qui va être un travail, j'allais dire immense, mais en fait je pense que ça va aller, parce que je l'ai déjà fait plein de fois et j'ai déjà mon serveur privé virtuel. Mais bref, en gros c'est ça l'infrastructure et j'évalue les performances et j'optimise le modèle en utilisant un front-end qui me permet de voir déjà le backtest et pas seulement le backtest historique mais aussi certains paramètres d'overfitting. Donc on va faire un test en forward aussi, ça veut dire qu'on va train sur des données historiques mais on va tester sur par exemple les 6 derniers mois qui n'ont pas été sujets à l'entraînement sur des données historiques. Ça c'est très important à faire les gars, parce que ça vous permet de voir comment ça performe sur le marché. Et comme vérification supplémentaire, il faut toujours faire un test en live pour voir vraiment comment ça performe et si ça correspond à tous les tests que vous avez faits. Mais voilà le modèle, j'ai parlé pendant 8 minutes, donc imaginez bien que c'est un minimum complexe. Et je suis encore pour 12 semaines à Chiang Mai. Et ça va être tout le temps, ou la majorité du temps, où je travaille ici à Chiang Mai. Parce que j'ai pas prévu que de travailler évidemment. Ça va être le développement de ce modèle et essayer de sortir quelque chose qui marche. Pour dans le futur avoir des meilleures performances avec ça. Et donc je me réjouis de voir ce que ça donne. Hier j'ai train un modèle qui avait des performances correctes, hein. Honnêtement c'était vraiment pas si mal. On va parler de ratio de Sharpe. Mais en fait je ferai une autre vidéo en vous montrant le front-end, etc. Une vidéo un peu moins vlog et un peu plus on va dire spécifique, où je vous montre vraiment comment j'implémente ces choses, etc. Mais j'ai eu un backtest et comment on peut appeler ça? Un front test? Je sais plus comment ça s'appelle. Un feed forward test? Feed forward testing? Je sais pas, mais en gros les deux étaient concluants, alors que j'ai pas fait grand chose encore. Donc je me réjouis de voir ce que ça donne et si j'arrive à faire tourner ça en live. Je vais peut-être essayer ce soir si j'ai le temps. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à raconter. Et ouais, merci de m'avoir écouté. Ciao les gars, on se retrouve pour des vidéos plus sur l'ordinateur. Je vous montre des trucs dans les prochains jours. Ciao.